Alors pour cette deuxième table ronde, vous aurez peut-être remarqué qu'ils sont moins nombreux, nos intervenants. C'est car une autrice qui devait venir et qui était d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué sur le programme, qui s'appelle Karina Loire, malheureusement ne pourra pas venir et qui s'excuse car elle a été déclarée cas contact. Donc il n'était pas souhaitable, c'est les choses qui arrivent. Et donc j'ai appris ça il y a peu de temps et voilà. Mais on va quand même faire cette table ronde qui portera peut-être un petit peu moins sur la biodiversité, un petit peu plus sur le climat, de fait. On s'adapte, on fait comme on peut. Je suis persuadé que ça va rester très intéressant. Car on accueille, et d'ailleurs je le remercie, on accueille Frédéric Lizac. Frédéric, tu as créé une maison d'édition il y a 20 ans qui s'appelle Plume de Carotte. D'ailleurs, il y a 20 ans, toi aussi, comme Au Diable Vauvert. Les coïncidences. Et je pense qu'on peut dire aussi que, au travers des livres, en fait, ce que tu aimes interroger, c'est le rapport et le lien entre l'homme et la nature. On accueille aussi Aude Lemonsu. Bonjour. Et Aude, tu es chercheuse au CNRS et au Centre national de recherche météorologique. Et tu travailles particulièrement sur le climat urbain. Voilà. On en dira quelques mots ensuite parce que c'est peut-être une notion, moi d'ailleurs c'était une notion qui me paraissait un peu obscure avant de parler avec toi, le climat urbain. On va repartir sur les mêmes questions pour rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Est-ce que vous êtes déjà intervenu en médiathèque, l'un et l'autre? Bonjour à tous. Alors, pour ma part, non, j'ai jamais eu l'occasion de faire d'intervention en médiathèque. Donc, de la communication scientifique à destination du grand public, oui, mais pas dans ce cadre-là. Et voilà, je pourrais dire que, enfin, ce que je trouve intéressant d'intervenir peut-être en médiathèque par rapport à ce que j'ai pu faire ailleurs, c'est peut-être la diversité du public auquel on fait face, parce que je pense qu'il y a une grande diversité, notamment au niveau générationnel, et ça, par rapport aux thématiques sur lesquelles on communique, le climat, l'adaptation, les problématiques d'impact du changement climatique. Je pense qu'il y a des perceptions très différentes selon les gens et justement selon les générations, et je trouve que ça pourrait être peut-être un cadre intéressant pour attaquer ces questions-là. Ouais. Pardon. Bonjour donc. En tant qu'éditeur, évidemment, comme le disait Marion du Diable Vauvert tout à l'heure, c'est presque évident, naturel qu'on travaille avec les médiathèques. Ma réponse, ça serait peut-être de dire pas assez. J'y suis pas souvent assez, par faute de temps, par faute d'énergie, de disponibilité. Mais ça, c'est l'articulation quasi naturelle avec le métier d'éditeur. Nous, quand on fait des livres, on travaille avec des auteurs, des illustrateurs, des photographes pour mettre en forme des contenus, des idées, des émotions. Mais après, on n'est plus là. C'est-à-dire que le livre, outil de diffusion massive, c'est bien son intérêt fondamental. Mais après, pour que le livre arrive dans les mains de lecteurs, de lectrices, c'est bien parce qu'il y a des libraires et des bibliothécaires, des médiathécaires que ça se passe. Voilà, donc c'est vrai que dans les réflexions, dans les moments positifs qu'il y a eu depuis 6 mois, je fais une petite digression, mais vous allez comprendre. Il y a quelque chose de très chouette qui s'est passé, on s'est mis à communiquer beaucoup plus qu'on ne le faisait avant à l'échelle de la région entre éditeurs et libraires indépendants. Évidemment, on a communiqué par téléphone, par mail, par vidéo, et on espère que dès qu'on sera sorti de tout ça, la communication pourra se faire de visu, mais avec une espèce de constat que face à cette crise, on était un peu chacun dans nos coins, alors qu'on est quand même des acteurs, là je parle des éditeurs et des libraires qui sont au cœur évidemment de ce qu'on appelle la chaîne du livre, et qu'on ne communiquait pas tant que ça, qu'on ne se connaissait pas forcément tant que ça. Et donc il y a une réflexion qui est amorcée, je sais que ça existe dans d'autres régions, mais en tout cas en Occitanie, entre des libraires et des éditeurs. Je pense que ça serait vraiment intéressant que la même réflexion et le même travail, du coup, se fasse avec les bibliothécaires, les médiathécaires.
Voilà. Et dernière petite chose par rapport à des interventions, moi j'ai dans des interventions, en tout cas face à du public, de bibliothèque ou de médiathèque, j'ai toujours un problème, c'est que moi, tous les livres que je fais, c'est pour donner envie de sortir. Aller voir la nature, aller la toucher. Évidemment, dans une médiathèque, c'est pas forcément le meilleur endroit, si ce n'est que, bien évidemment, ça peut être un lieu de déclenchement. Et, ou alors il y a un patio peut-être parfois. Oui, alors pour l'anecdote, ça m'est déjà arrivé de faire une animation en montant carrément un jardin de poche dans une médiathèque. Un petit jardin de 2 mètres carrés en 9 cases qu'on met sur roulette même en plus, parce que ça a l'intérêt qu'on peut le déplacer, on peut le sortir évidemment, parce que toutes ces petites plantes, elles ont besoin un peu d'air, de soleil, de lumière et d'eau. Oui, bien sûr qu'il existe des outils, mais je pense que les médiathèques sont plus des lieux intérieurs de rencontres que effectivement des lieux où on va développer la nature directement. Mais elle est pas loin, hein. Là, elle est juste autour, hein. Il y a quelques terrains vagues en face. Là, je suis sûr qu'on pourrait faire une chouette sortie botanique. Oui, et puis moi j'avais déjà entendu aussi qu'il y a même des structures qui interdisent les actions culturelles en dehors des murs. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous ici, apparemment non. Bah, tant mieux, ça veut dire que vous avez l'occasion de sortir avec vos usagers, vos lecteurs, pour faire ce dont tu parlais, Frédéric. Ensuite, j'ai une deuxième question, et justement, Aude, c'est super que tu n'aies encore rien fait dans des médiathèques. Qu'est-ce que tu aimerais faire potentiellement dans les médiathèques, ou qu'est-ce que tu verrais à faire, en tout cas sur la thématique du climat, ou sur tes travaux, encore plus précisément, si tu veux? Alors, en fait, si je m'appuie sur les propres expériences que j'ai pu avoir sur les échanges et la recherche participative, je pense que ce qui est intéressant pour communiquer et interpeller les gens sur les thèmes sur lesquels on travaille, c'est vraiment on va dire de leur faire manipuler certains outils, certains instruments. Bon, on en a parlé déjà sur la première table ronde. Donc moi, plus spécifiquement, parce que tu m'as présenté comme étant climatologue, je travaille plus spécifiquement sur la façon dont les villes peuvent localement modifier les conditions microclimatiques et comment ça peut impacter sur le ressenti des individus, les conditions de vie des individus, et comment ça peut aussi dériver sur des problématiques de problèmes d'impact sanitaire ou de problèmes de consommation d'énergie. Et donc, effectivement, sur ces thèmes, les gens sont finalement très experts, en fait. Quand on discute avec eux, ils ont vraiment leur propre perception de leur environnement, de leurs conditions de vie, de leur confort thermique. Et donc, c'est vraiment leur mettre à disposition certains instruments de mesure pour qu'ils prennent eux-mêmes conscience de la température qu'il fait quand ils se promènent dans un environnement, quand ils se déplacent, des mesures de vent, parce qu'aujourd'hui, il existe plein d'instruments de mesure qui sont très faciles, des systèmes légers qu'on peut utiliser facilement, et puis les faire débattre sur leur ressenti, leur perception, leur vécu, parce qu'en fait, c'est toute cette interaction que je trouve vraiment intéressante dans la communication autour de cette problématique de la météo et du climat. Je pense que ça intéresse quand même le public. Et donc, alors, au sein d'une médiathèque, je ne sais pas si on peut mettre en place des petites expériences comme ça. Et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est communiquer à destination de gens très différents, d'un public, les enfants. Enfin, ça, c'est un public qu'on a, nous, pour l'instant, assez peu touché par nos... Et comparer aussi les ressentis de différentes personnes, parce que c'est vraiment... moi, c'est ça que je trouve assez riche. Et de les écouter, et de tenir compte de leur propre expertise en perspective de ce que nous, on est capable de leur apporter comme connaissances purement scientifiques, la mesure du paramètre physique, etc. Tu t'as parlé rapidement de sciences participatives, je vais rebondir là-dessus, et tu as commencé un petit peu à nous expliquer plus précisément ton travail. Est-ce que tu pourrais parce que peut-être que certaines personnes n'ont pas encore tout à fait compris concrètement
est-ce que tu pourrais nous expliquer une journée de travail ou un projet spécifique? Parce que tu dis que tu es beaucoup en contact avec des personnes sur les lieux sur lesquels tu travailles, et ça m'intrigue. Parce que moi, ayant fait un petit peu de recherche aussi, c'était pas forcément quelque chose au quotidien. Voilà, j'étais pas non plus à parler de mes recherches tous les jours pendant que je les faisais avec des gens qui n'étaient pas scientifiques. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle et je veux savoir. Et donc, est-ce que tu mets ça dans le paquet sciences participatives et que c'est dans ce contexte-là que tu vas communiquer avec le tout public, ou est-ce que c'est pendant tes études sur le terrain que tu fais ça? Alors, je suis pas toujours je suis souvent devant mon ordinateur à faire tourner les modèles. Mais effectivement, on a un volet de nos recherches qui est vraiment orienté sur le terrain, et en travaillant sur l'environnement urbain, forcément, ça nous amène à beaucoup d'interdisciplinarité, à la fois en termes de discipline scientifique, parce que nous, on est météorologue, climatologue, mais on travaille aussi avec des sociologues, des urbanistes, des économistes, enfin tout un tas de disciplines autour de la ville, et aussi avec des professionnels de l'aménagement urbain, et aussi forcément avec les habitants, puisque c'est eux qui sont directement concernés par notre sujet d'étude. Donc, nos propres sujets de recherche nous amènent aussi à aller faire des mesures sur le terrain, et notamment aussi, on a fait des projets assez innovants et originaux sur le croisement entre des mesures prises par que nous-mêmes scientifiques on a enregistrées avec des instruments de mesure dans certains quartiers à Toulouse, et en parallèle on avait des collègues sociologues qui ont fait des enquêtes auprès des habitants pour les interroger sur leur perception et leur ressenti des conditions environnementales, des conditions thermiques, d'acoustique. Enfin, on travaillait aussi avec d'autres disciplines, des acousticiens et des gens qui travaillent sur la qualité de l'air. Et donc, on a croisé toute cette connaissance pour essayer de comprendre est-ce qu'il y avait une adéquation entre ce que nous on mesurait par nos instruments sur ce que les individus pouvaient percevoir de leur environnement, et finalement le but ultime c'était essayer d'apporter un diagnostic interdisciplinaire et croisé pour essayer de proposer des solutions d'aménagement qui soient vraiment en adéquation avec les nuisances environnementales existantes et avec les attentes des habitants. En gros, ce genre de projet, c'était ça. Et donc, oui, ça, on peut appeler ça de la science participative. En fait, le message de ces projets de recherche, c'est d'essayer de mettre l'individu au centre de la prise de décision, et que ça soit pas juste des chercheurs qui fassent des mesures sans tenir compte de ce que sont les attentes des habitants. Et donc, voilà, ce genre de projet, ça nous amène à une réflexion sur cet aspect participatif, et peut-être à mener des actions plus des actions plus originales et peut-être orientées sur la communication, parce qu'on voit à quel point c'est important d'impliquer les gens dans ces démarches-là, pour que toutes nos recherches finalement elles amènent à quelque chose de concret et d'utile finalement pour voilà. Je sais pas si. Et parce que si, complètement. Tu as même débordé, mais c'était tout à fait pertinent et très intéressant. En fait, tu impliques les gens directement dans tes recherches par un processus soit de concertation. Donc là, avec cet exemple-là sur de l'urbanisme, soit carrément dans des sciences participatives. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut développer si vous en avez envie, cet aspect-là, parce que c'est quelque chose qui peut être appliqué dans le cadre de la médiathèque, les sciences participatives, très facilement. Par exemple, je rebondis de nouveau, mais Frédéric, tu parlais du fait d'aller se balader dans la friche d'à côté pour faire une balade botanique. Mais peut-être que certains connaissent PlanteNet, c'est ça l'application PlanteNet, ça vous dit quelque chose? C'est une application smartphone. Ouais. Hein. Topissime, je recommande. Et il y en a d'autres, hein, en plus. Il n'y a pas que PlanteNet, il y a d'autres applications. Voilà, et plus ou moins, en fait, les données que vous allez récupérer, vous, parce que lorsque vous identifiez une plante, pour ceux qui connaissent pas PlanteNet, c'est une application qui permet de prendre en photo une plante, donc sa fleur ou sa feuille, ou bien l'ensemble de la plante, et l'application va identifier la plante, va vous donner son nom latin, barbare,
Et voilà, avec un certain pourcentage d'erreurs, hein, parce que c'est un algorithme. Et derrière, alors je ne sais pas si c'est le cas pour PlanteNet, hein, mais il y a certaines applications où en fait la photo et votre identification va être envoyée ensuite à un organisme de recherche qui référence, voilà, qui cartographie en fait les aires de répartition des espèces à l'échelle mondiale. Et donc, voilà, quand c'est des données qui sont très intéressantes, du type, tiens, ce coquelicot-là, on ne pensait pas pouvoir le trouver sur cette île de Bretagne. Là, il y a un scientifique qui va se pencher sur votre observation. Et donc là, on est dans de la science participative qu'on peut mettre en place avec des médiathèques dans le territoire qui est juste autour de la médiathèque. Voilà. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut faire plein d'autres choses en sciences participative qui sont applicables à ce genre de structure. Donc, ça y est, je me suis perdu à cause des sciences participatives, c'est terrible. Moi, je voudrais répondre à ta question. Mais vas-y, oui. Qui était effectivement quels peuvent être le rôle des médiathèques, qu'est-ce qui peut se passer dans les médiathèques, notamment sur ces thématiques environnementales, climat, biodiversité. Aude a parlé de l'importance des décloisonnements. Et évidemment, les médiathèques sont des lieux absolument extraordinaires pour ça, notamment de toucher des publics qui sont peut-être pas déjà des publics convaincus, intéressés, scientifiques, qu'importe. Justement, ce lieu-là de brassage de toutes les cultures, voilà. Et puis, par rapport à ces thématiques précisément de climat, particulièrement de climat, mais aussi de biodiversité, je pense qu'il y a un enjeu fondamental, et les bibliothèques peuvent vraiment jouer un rôle important là-dessus, c'est la dédramatisation. Particulièrement le climat. Pour moi, en tout cas dans nos réflexions éditoriales de transmission, on a bloqué pendant pas mal d'années à dire oui, ça serait bien de faire des livres qui parlent du climat, qui parlent des enjeux, qui apportent des connaissances, qui disent qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, etc. Et ça coinçait. Je serais venu vous voir il y a 1 an et demi, j'aurais rien à vous montrer. Aujourd'hui, brièvement, j'ai 2 livres à vous montrer qui abordent ces thématiques-là, où il faut quand même en être très fortement conscient. Je pense qu'on le sait, mais il faut vraiment jamais l'oublier. Les changements climatiques, c'est plein d'a priori pour les gens. Les gens ont plein d'a priori, voire de méconnaissances, et les deux sont liés. D'abord, on parle souvent de réchauffement climatique. Il suffit de sentir la température dans cette salle aujourd'hui pour comprendre que c'est pas aussi simple. Ce sont des changements climatiques. Ensuite, il y a l'histoire du temps long. Il y a une confusion absolument phénoménale et qui continue sur météo et climat. Météo, c'est tiens, aujourd'hui il fait frais, donc finalement il n'y a pas de réchauffement climatique. Et non, là on parle de météo. Si on parle de climat, ça ne peut être que des analyses plus ou moins longues, des comparatifs sur des années, voire des dizaines, voire des centaines d'années, voire des centaines de milliers d'années, quand on va faire des carottes dans la glace dans l'Antarctique. Il y a aussi des a priori d'ordre j'y comprends rien, c'est trop compliqué. Et donc ça, c'est rédhibitoire. En général, ça bloque. Et je trouve que le monde de l'édition, ça s'améliore, mais il y a quand même encore beaucoup de choses qui ne simplifient pas cette fonction. Parce que combien de livres, il en est sorti des livres sur le climat, mais combien de livres sont sortis où au bout de 2 pages, vous avez l'impression que si vous n'avez pas bac plus 15, vous n'allez rien comprendre. Donc ces livres-là, on est 98% des gens à les refermer. Voilà, c'est pas pour nous dans le sens où c'est trop complexe pour moi, à tort ou à raison, mais c'est cette perception qu'on a. Soit ce sont des livres catastrophistes qui nous disent de toute façon on va tous mourir, enfin c'est la catastrophe annoncée. Je caricature à peine. Soit c'est encore plus vicieux, mais moi je trouve que c'est aussi dangereux, c'est peut-être un gros mot, mais c'est des livres pour enfants notamment qui s'intitulent « Comment sauver la planète ». Pour moi, c'est une erreur catastrophique de faire un livre pour enfants qui s'appelle « Comment sauver la planète ». Pourquoi ? Parce que faut pas rêver, c'est pas un enfant qui va sauver la planète. Et c'est lui mettre une espèce de poids sur les épaules qui va plus aboutir à de la frustration au mieux, de l'angoisse au pire, face au constat que de toute façon, à son échelle, comme tout un chacun à l'échelle individuelle, ne peut pas sauver la planète.
C'est la sémantique, mais elle est très importante parce qu'effectivement, face à ces grands enjeux, il y a vraiment quelque chose de fondamental qui est dans la façon d'en parler, la façon de le dédramatiser. Il ne s'agit pas de dire tout va bien, non, vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Ou alors ça s'appelle du transhumanisme, mais c'est pas très intéressant. Mais effectivement de dire si vous pouvez comprendre, vous pouvez capter, vous pouvez effectivement chacun à votre échelle être acteur. Et là ça rejoint, moi je découvre avec grand plaisir, j'avoue que je ne connaissais pas les études d'Aude sur les climats, les microclimats urbains. Eh ben déjà, on vous parle de vous, on vous parle de votre environnement. On vous parle pas d'un truc là qui se passe El Niño au milieu du Pacifique, qui bouleverse des choses, etc. On vous parle de ce qui se passe chez vous. Ça, c'est déjà un moteur extrêmement fort, je trouve, de sensibilisation. Au-delà de vos objectifs de recherche, je parle de sensibilisation du grand public en disant ah oui, d'accord, ok, il y a des choses que je peux constater chez moi ou mesurer, ou etc., etc. Et puis, il y a vraiment cette nécessité de dédramatiser la complexité. Ça, donc ça peut, je l'espère, passer par des livres, mais ça, c'est vraiment un travail complexe. Et du coup, le livre, de toute façon, ne suffit pas. Et c'est là où, à mon avis, des livres peuvent être des points de départ, mais qu'il y a des relais à faire dans la discussion, dans l'échange, dans l'accueil de scientifiques, dans l'organisation de sciences participatives ou des choses comme ça. Je vous signale juste 2 livres parce que vraiment, c'était un sujet qui me taraudait depuis des années en me disant est-ce qu'on peut faire des livres qui parlent du changement climatique mais qui n'effraient pas le public. Voilà. On a tenté deux choses. Alors, c'est pas moi, c'est vous qui direz si elles sont réussies. On a sorti à l'automne dernier un bouquin qui s'appelle « Et la mer monte », chronique d'une vague annoncée. Ce livre, le point de départ est très intéressant parce que c'est un scientifique, je crois qu'il est membre du GIEC d'ailleurs, qui en est à l'origine, qui s'appelle Éric Chaumillon, qui est un chercheur en géologie marine à l'université de La Rochelle, chercheur et enseignant, donc il travaille particulièrement sur la montée des eaux sur la côte atlantique, avec les tempêtes qu'il y a pu avoir ces dernières années, etc. Et lui-même a fait le constat que s'il pouvait faire des conférences magistrales devant des étudiants ou devant des pairs, dès qu'il essayait de le faire vis-à-vis du grand public, ça passait pas, ça coinçait, ça accrochait pas, enfin c'est normal. Et c'est lui qui a eu l'idée de solliciter une personne de théâtre, un youtubeur qui s'appelle Professeur Feuillage, qui fait des vidéos complètement délirantes sur l'écologie, et de lui dire si on faisait des conférences ensemble, des shows scientifiques ensemble. Du coup, ils ont monté ça, plus avec un dessinateur de presse qui s'appelle Guillaume Bouzard, qui est notamment un des dessinateurs du Canard enchaîné, excusez du peu, et ils font des espèces de conférences-spectacles. Moi, je les ai vus 2 fois dans des salles de 400 personnes, avec, en plus, assez important, une moyenne d'âge assez jeune, parce qu'effectivement, ces sujets peuvent, on le sait, peuvent intéresser des personnes, des adultes, des personnes un peu âgées, mais les jeunes, souvent, ça accroche mal. Et j'ai vu des salles debout les acclamer à la fin de leur conférence. Tout ça en racontant des choses extrêmement complexes sur, effectivement, les changements climatiques, pourquoi la montée des eaux, pourquoi on aborde des trucs, des fois ça monte, mais des fois, il y a d'autres endroits, ça descend, pour des raisons géologiques, etc., climatiques. Eh ben, ils emballent les salles et il y a des gens qui sortent en disant « Je crois que j'ai compris, je crois que je sais maintenant de quoi ça parle, parce que vous m'avez interpellé par une certaine mise en forme, par de l'humour, par de la provocation. » Il n'empêche que, dans ces cas-là, la mise en forme, évidemment, s'il n'y a pas le fond, ça marche pas. Il faut que le fond soit extrêmement solide. Mais la mise en forme, pour moi, est fondamentale. Et donc, on a fait un livre qui racontent leurs conférences, et donc avec des explications, il y a même des graphiques extrêmement pointus, avec plein de courbes qui montent et qui descendent, etc. Mais il y a aussi des petites interventions provocatrices, il y a aussi des dessins de presse, des choses comme ça. Et je pense que c'est un des moteurs qui fait qu'on peut aborder des sujets aussi complexes que la climatologie et le changement climatique. Je fais juste une note de bas de page avant que tu passes au 2e livre. Donc le professeur Feuillage, moi je le connais aussi en effet, et je ne sais pas si vous voyez C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, ça a repris récemment. Je ne sais pas si vous étiez au courant. C'est l'une des personnes qui participe, je crois, qui roule. C'est le nouveau. Avec Max Bird, ils sont tous les deux. C'est 2 youtubeurs en fait intéressés à l'environnement et qui ont repris la série C'est pas sorcier. Donc Max Bird, il joue le rôle de Jamie.
Ouais, je crois. Et le professeur Feuillage, c'est celui qui fait Fred, du coup. Mais en dehors de ça, en effet, il a une activité sur YouTube qui est assez intense sur les questions de climat et d'écologie, etc., de biologie aussi. C'est très potache, donc on apprécie ou pas, mais c'est très rigolo et du coup, ça permet toujours pareil de rentrer, de casser encore une fois ces a priori du genre, moi je vais pas comprendre. Voilà. Et le GIEC, j'avais une deuxième note de bas de page. Le GIEC, c'est le groupe international d'experts pour le climat. C'est des milliers de scientifiques. Alors, ma connaissance, ça, c'est de la science participative. Alors là, oui. Ah ouais, non, là, tu veux peut-être en parler du GIEC, hein, rapidement? En fait, c'est un groupe d'experts internationaux qui font régulièrement un rapport scientifique sur toutes les avancées de nos connaissances sur les changements globaux, donc l'évolution du climat et les impacts associés, donc sous forme de différents chapitres qui vont aborder donc ces différents niveaux, à la fois la connaissance du changement climatique, de l'évolution du climat lui-même, les impacts, et puis il y a à la fois des rapports scientifiques et des rapports plus orientés vers les décideurs, vers les hommes politiques, donc des versions de synthèse en fait de ces rapports, pour aider ensuite à la prise de décision politique derrière. Moi, j'ai travaillé un petit peu là-dessus parce que je travaillais justement sur qu'est-ce que serait le climat dans 50 ans, dans 100 ans. Donc j'ai dû ouvrir un jour, malheureusement pour moi, le GIEC. C'est quelque chose qui fait des centaines et des centaines et des centaines de pages. C'est absolument horrible. Vraiment, hein. Et même la version raccourcie pour les décideurs, parce que c'est quelque chose qu'ils transmettent ensuite aux politiciens, etc. Même celle-là, elle est costaud. Quoi. Ça se veut extrêmement exhaustif, donc, puisque c'est vraiment un rapport complet de tout l'état d'avancement de la science autour de ces questions-là. Donc c'est vraiment tous ces chercheurs qui font partie de ce groupe épluchent toute la bibliographie sur les dernières années scientifique et essaient de synthétiser ces résultats pour montrer quelles sont les données dont on est à peu près certain, en partie certain, etc., sur tous les différents sujets liés aux changements globaux. Donc effectivement, c'est... Et ça montre à quel point, donc on l'a de toute façon un petit peu vu à la table ronde d'avant, on était quand même sur des thématiques complexes comme l'astrophysique, des thématiques scientifiques qui sont a priori difficiles parfois à aborder. Et le climat, en fait, quand on ouvre quelque chose comme donc ce rapport du GIEC, on se rend compte à quel point c'est aussi a priori un peu un défi. Et c'est pour ça que peut-être que ça va faire la transition sur ton deuxième livre et sur ce que tu allais nous dire, Frédéric. Oui, parce qu'effectivement, le rapport du GIEC, il est indispensable. Qu'il y ait des milliers de pages sans aucune image, vous imaginez, c'est indispensable pour le... Ah, il y a des graphiques, pardon. Des graphiques, ouais. Mais si on veut que l'ensemble de la population, nous, on s'approprie à notre échelle ces données-là, c'est évident que ce ne sont pas les bons outils. Et que nous, en tout cas, notamment dans le domaine du livre, nous, acteurs de transmission, on n'est pas des scientifiques, que ce soit éditeur ou vous, bibliothécaire, enfin on peut l'être, mais c'est pas le métier principal, mais où on est plus dans la transmission, c'est évident que pour moi, c'est une nécessité absolue qu'on travaille sur des outils, notamment des livres, et la façon dont on en parle à nos publics sur ce domaine-là. Et donc, je voulais vous présenter le rapport du GIEC, mais en 128 pages seulement, et tout en dessin. Voilà, en fait, c'est la synthèse grand public, tout en infographie, de toutes les connaissances qu'on a à ce jour sur le climat, le changement climatique, sur les mesures depuis très longtemps, comment ça fonctionne le climat, sur qu'est-ce qui se passe depuis quelques dizaines ou centaines d'années. Voilà. Et aussi à notre échelle, à l'échelle mondiale, à l'échelle des océans, etc. Et là, évidemment qu'il y a énormément de données, mais il y a un outil, et on est encore dans la forme dont je vous parlais tout à l'heure. Le fond se doit d'être solide. Après, c'est comment on le met en forme. L'infographie, déjà, on le sait, il y a plein de publics qui accrochent d'abord par l'image. Donc, oui, il y a des images à lire. Donc, a priori ou pas, ça va être plus facile à aborder. Et ensuite, évidemment, ça se veut être des synthèses avec un petit côté ludique de tous ces petits schémas et des choses comme ça. Et voilà, donc ça, c'est un travail qu'a fait en fait une auteure allemande. C'est un livre dont on a acheté les droits à une maison d'édition allemande. Mais évidemment, le sujet est universel. Et
Je ne sais pas si c'est suffisant, mais je pense que c'est nécessaire pour aborder ces thématiques-là, d'essayer de construire ce genre d'outils. En tout cas, c'est ma conviction d'éditeur. Toi, Aude, tu as déjà croisé tout à l'heure, on parlait des difficultés qu'on pouvait rencontrer à aborder cette thématique-là du climat, donc la culpabilisation, t'en as parlé, Frédéric, etc. Est-ce que toi, dans ces moments où tu communiquais avec les riverains des zones sur lesquelles tu travaillais, est-ce que tu as rencontré des difficultés à parler de ton travail, à parler de tes résultats peut-être, etc. Alors, ça a pu arriver très ponctuellement qu'on ait effectivement certaines personnes dans l'assistance qui cherchent un petit peu le sujet un petit peu conflictuel sur effectivement le changement climatique avec certaines personnes, on va dire des climato-sceptiques. Il y en a toujours un dans l'assistance qui va se... Mais globalement, moi, je trouve qu'on a plutôt été toujours bien accueillis par le public et un retour plutôt... souvent, des échanges très positifs, en fait, très enrichissants dans les discussions. Moi, je trouve... De mon expérience, je trouve que les gens, ils sont quand même très curieux et très intéressés par ces sujets-là. Alors peut-être que, effectivement, moi, je suis pas au niveau. Enfin, quand je communique sur le climat, c'est pas vraiment le climat global, mais ça va plutôt être les impacts régionaux, locaux du changement climatique. Et du coup, ça parle peut-être plus aux gens et ça va les faire plus réagir parce que ça touche à leur quotidien, à leur environnement de vie. Donc, effectivement, sur ces questions-là, moi, je trouve que les gens sont souvent très intéressés, ils ont souvent un avis à apporter, une expertise, et bon voilà, j'ai plutôt des expériences positives autour de ça. Oui, finalement, on retourne sur ce qu'on disait pour la première table ronde. En plus, là, c'est tout à fait pertinent avec la thématique, cette thématique-là. Le climat, parfois, il y a une notion d'échelle qui est un peu particulière et qui est difficile à saisir pour tout le monde. À la fois, tu parlais d'El Niño, qui est sur tout le Pacifique, machin. Et l'échelle temporelle aussi, en effet. Oui, parce que le changement climatique, ça se fait pas c'est à peine sensible sur l'échelle d'une vie humaine. Et alors, bon, voilà, de là à le sentir. Et du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant avec ton travail, Aude, c'est que tu travailles de toute façon à une échelle qui est très réduite. Et tu travailles directement au contact des riverains d'un milieu urbain. Donc on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure à la première table ronde. Finalement, le lien avec ce que vivent les gens au quotidien, il est fondamentalement déjà dans ce que tu fais. C'est-à-dire qu'un médiateur scientifique comme moi, moi tu me facilites énormément le travail. En fait, un médiateur scientifique comme moi qui viendrait avec toi parler de ce que tu fais, le lien avec les gens, il est directement... En fait, comme tu l'as senti, en fait, t'as pas forcément besoin de moi. C'est quelque chose que tu arrives à faire... Je pense qu'il y a toujours... peut-être des vecteurs de communication que nous, on n'a pas exploré.